Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir pour cette 91e, 91e, dirais-je, à une Française que je reçois aujourd'hui, Elisabeth Granjon, que vous allez connaître au cours de cette émission, et qui m'a donné envie, à travers l'un de ses livres, de donner un remerciement personnel. Tout d'abord à une femme juive qu'a rencontrée mon épouse Béatrice en Catalogne au moment où j'étais en train de trépasser, comme on dit, une juive qui l'a mis sur un groupe de prière de rabbins. J'ai envie de dire merci aussi à mes amis musulmans qui ont prié pour moi, et également à mes amis chrétiens et à des groupes de prière, et puis également à ces gens du secret qui m'ont certainement aidé à revenir et à pouvoir faire cette rencontre aujourd'hui. Et puis un grand merci à tous les mécréants du Chable jusqu'à Lyon qui ont créé des groupes WhatsApp et ont pensé à moi durant des périodes très difficiles il y a quelque temps. Et puis donc je rencontre aujourd'hui justement une Lyonnaise, Elisabeth Granjon, qui va d'abord nous pitcher les 3 livres qui l'ont marqué, que peut-être nous ne connaissons pas et que peut-être nous lirons un jour. Alors quel est le premier, Elisabeth? Alors le premier, je vais commencer par Le Baron Perché de Italo Calvino. C'est l'histoire d'un petit garçon qui, suite à une rencontre avec une copine, décide de monter dans un arbre et il n'en redescendra pas de toute sa vie. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'on le voit toute sa vie comme ça, il vit en ailleurs, il se met en dehors de la société des hommes, ses parents qui sont des gens très riches, c'est un baron tout de même, essayent de le faire descendre, et il reste là-haut tout le temps, il vit des aventures extraordinaires, il va même connaître l'amour, il rencontre Napoléon, il reçoit Napoléon en grande pompe, voilà, et tout ça à hauteur d'arbre. D'accord, alors tu nous conseilles vivement ce livre, semble-t-il, oui, parce avec joie et sourire. Oui, ouais. Parce que c'est quelque chose de décalé. C'est un livre, je crois que c'est le premier livre que j'ai lu qui prenait un parti si radical de fantaisie. Et le deuxième? Alors deuxième, Mal de Pierre, encore un petit livre, Mal de Pierre de Milena Agus, qui est une autrice sarde. Et alors c'est un livre qui est... il y a un film qui est sorti d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. J'ai pas vu le film, mais le livre, c'est une écriture qui est très ciselée, un peu âpre, comme la pierre de la Sardaigne et tout ça. Et l'histoire, ça mêle une grande souhait d'une vie extraordinaire, amoureuse, par une femme qui se sent moche, alors qu'elle n'est pas moche, mais que les amoureux, personne ne veut l'épouser parce qu'elle est bizarre. Et en fait, c'est un peu ce rapport à la folie et à un grand amour, puisque le livre est écrit par sa petite fille. Et voilà, j'adore la langue. Rappelle-nous le titre et l'auteur. Mal de Pierre. Mal de Pierre, parce qu'elle a des calculs rénaux, en fait, qui lui tordent le ventre. Et l'auteur? Milena Agus. Milena Agus. Et le troisième? Et le troisième, c'est l'anthologie des poèmes d'André Chédid. André Chédid, c'est une rencontre importante pour moi en poésie parce que c'est une rencontre où c'est quelqu'un qui écrit des choses qui ont l'air simples, qui sont évidemment travaillées et qui sont mêlées de choses très, très concrètes de la vie, beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir. Il y a ce poème qui commence par « J'ai ancré l'espérance aux racines de la vie ». Face aux ténèbres, j'ai dressé des clartés, j'ai planté des flambeaux à la lisière des nuits, etc. etc. Et c'est, voilà, j'adore. Alors, j'avais envie personnellement de recommander cette semaine un livre que j'ai lu à 2 reprises il y a quelque temps, que je trouve absolument fantastique. C'est Sur la route de Jack Kerouac. Ça, c'est le manuscrit, le rouleau original qui a été repris. Et vous le trouvez également en livre de poche. Et c'est effectivement Sur la route. Et sur la route, là, j'ai rencontré donc une poétesse, une poétesse, enfin, je dirais une écrivain, une comédienne, et puis une autrice ou une auteure finalement? Une autrice. Une autrice. Alors pourquoi une autrice? Nous sourions tous les deux parce que nous avons eu un petit échange avant cette rencontre sur la dénomination qu'il fallait donner à une femme qui écrit. Est-ce qu'on doit l'appeler écrivain, écrivaine, auteur, autrice, etc. Alors pourquoi autrice? Alors moi je suis un peu féministe, il faut le dire, mais c'est pas seulement ça, c'est parce que ce mot autrice
plein de gens disent oh mais c'est vilain, ça sonne mal, c'est quoi ce nom? Et en fait c'est un nom qui existe depuis très longtemps. Au Moyen-Âge, c'est un mot qui existait. Et c'est Aurore Évin, qui est une chercheuse qui a fait ce travail sur... Elle a commencé par un travail de recherche sur les femmes qui écrivaient du théâtre. Et elle a retrouvé plein de femmes qui étaient metteuses en scène, qui écrivaient du théâtre et dont on n'entendait pas parler. Donc elle a exhumé un peu ce matrimoine. Le mot matrimoine existait aussi au Moyen-Âge. Et elle a retrouvé ce mot autrice. Et elle a vu que ça venait du latin autrix, elle a fait tout un tas de recherches. Donc voilà, ce mot, il n'y a pas besoin d'inventer un nouveau mot qui serait auteur ou de masculiniser. C'est un mot qui a existé et qui a disparu au moment où la femme est devenue non plus créatrice mais muse. Et c'est important pour toi qu'on ne dit pas que tu es un écrivain et plutôt une autrice dans la réception par la société de la femme qui écrit? Tu veux dire si je préfère... Non, est-ce que ça a vraiment sur le fond de la chose finalement du fait que ce mot, je l'ai apprivoisé en fait. Au début j'étais un peu, voilà, j'avais du mal à le prononcer. Et en fait c'est devenu un nom, pour moi c'est naturel de dire, bah voilà, j'écris, je suis autrice, je chante, je suis chanteuse, je joue, je suis actrice. C'est important qu'on me dise les mots justes en fait. Et que réponds-tu à ceux qui peut-être comme moi pensent que de temps en temps le langage inclusif à l'écrit excède, disons, le supportable, même visuellement? Oui. Moi, je trouve que l'idée est géniale, mais comme beaucoup de bonnes idées, la réalisation ne s'avère pas forcément judicieuse. Et je trouve que c'est... à l'écrit, c'est très difficile. Par contre, il y a des petites trouvailles, des mots qui sont intéressants. Par exemple, bonjour à tous, je trouve ça intéressant. C'est au lieu de mettre bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pourquoi pas? C'est une trouvaille. Ok. J'ai souvent l'habitude de poser cette question aux gens qui sont là. Finalement, quand ils se retournent vers le passé, par exemple, du temps de ton adolescence, est-ce que tu te voyais déjà dans cette position artistique, on va dire, écrivaine, autrice, comédienne, poétesse et finalement, qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? Alors, moi j'étais tellement timide, c'était même pas envisageable. En plus, je viens d'un milieu super simple, c'est pas des métiers qui étaient envisagés, donc non. Par contre, depuis que je sais écrire dans ma toute petite enfance, j'ai toujours écrit. Et c'était un rêve de petite fille. Vraiment, l'écriture, mais qui me paraissait inaccessible. Et tes premiers écrits où tu te vois écrire pour la première fois, c'est... Je me rappelle, c'était pour... c'est mignon. C'était pour la fête des pères, où j'ai offert un poème à mon papa. J'avais 4 ans. Déjà un poème? Ouais. Oui. Ah oui, c'est vrai. J'avais 4 ans et mon père l'a gardé. Ah d'accord. C'est très bien. Donc... Tu es marqué aussi, on ne va pas tout révéler aujourd'hui, peut-être je le révélerai lors du numéro 100 de MPCM, mais en fait, tu t'intéresses pas mal au travail sur l'hypersensibilité. Et d'abord, comment expliquer ce que peut être l'hypersensibilité à ceux qui seraient un peu réfractaires à cette idée que certains ont ce rapport justement excessif aux réactions de la vie de tous les jours, on va dire. Souvent, par exemple, moi je suis dans cette catégorie-là, quand j'étais petite on me disait toujours oh, tu fais tout un monde de plein de choses, ou t'es écorchée vive parce que je réagissais trop fort. Les sons aussi. Les bruits. Les bruits. Les bruits, je les ressentais comme quelque chose qui m'envahissait physiquement. Toutes les... Alors, il y a les hypersensibles qui sont que sur les sentiments, les émotions. Et moi, j'ai en plus ce côté sur les sens, les 5 sens. Mais un hypersensible, c'est quelqu'un pour qui tout est trop tout le temps. Les émotions, je sais pas, un souffle de vent, ça ressemble à une tornade. Si quelqu'un te dit oh, t'as une tête bizarre aujourd'hui, à l'intérieur c'est oh là là, mais je suis horrible, c'est pas, tout s'écroule, tout se détruit. Et c'est avec ce sentiment d'être différent. Comment apprendre à gérer ce trop que l'autre reçoit de manière non compréhensible, on va dire? Bah oui, alors moi, ce qui m'a aidé, c'est par exemple la respiration, et puis surtout les rencontres.
Quand tu as des gens bienveillants autour de toi, qui comprennent, qui vont à ton rythme, ça t'aide beaucoup. Et puis d'accumuler des expériences, voilà, de se dire, ben voilà, j'ai vécu un truc qui était positif, ça m'a pas écroulé, et tu vas de l'avant. Enfin, c'est pareil pour tout le monde, hein. Mais c'est un degré de plus. C'est les mêmes émotions, mais envahissantes. Et il faut apprendre Et l'écriture, l'art, fait partie des choses qui aident à transcender un peu, à apprivoiser tes émotions. C'est peut-être pour ça que j'écrivais si petite. Tu vois. Comment passer alors de l'écriture, quelque chose d'intime finalement, Oui. à la comédie, à la comédienne, à l'actrice, où là on doit se donner à l'autre d'un point de vue public. Ah oui, oui. C'est une sorte de précipice. Ah bah, c'est terrible. Ouais. Et c'est assez... quand je suis devenue comédienne, c'est les autres qui ont choisi pour moi que j'allais devenir comédienne. C'est le hasard qui a fait que j'aurais jamais osé toute seule. Qui n'existe pas, alors que... Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé alors? En fait, justement pour sortir de à la fois cette immense timidité et cette émotivité tout le temps à fleur de peau, j'ai décidé de me soigner. Donc aujourd'hui, on m'emmènera chez un psy, très certainement, mais je me mettais des défis. Et je me disais, allez, je vais aller m'inscrire à un endroit où je connais personne. Donc je dormais pas pendant 3 jours, 3 nuits, c'était épouvantable, mais j'y arrivais. Et comme ça, j'ai eu envie de m'inscrire à un cours de théâtre parce que j'aimais la langue, j'avais une grande passion pour les tragédies. Donc je me suis dit, je vais essayer. Et j'ai essayé, et très vite, on m'a proposé d'intégrer la troupe professionnelle. Donc c'est pour ça que je dis c'est les autres qui ont décidé pour moi un petit peu, et je me suis retrouvée comme ça et j'ai adoré ça. Et ça me terrorisait et ça me plaisait en même temps. Il y a quelque chose en Suisse qu'on ne connaît pas, en tout cas sous une forme, on va dire, officielle, c'est la qualité d'intermittent du spectacle. Alors explique-nous avec simplicité finalement, qu'est-ce que c'est un intermittent du spectacle en France et comment ces intermittents de spectacle vivent de leur art, finalement vivent, on va dire, financièrement de leur art. On dit souvent c'est un statut, mais c'est pas un statut, c'est un régime particulier de l'assurance chômage, l'intermittence, et qui entend, ça aide beaucoup, parce que ça entend le fait que le comédien n'est payé en général que sur les dates où il joue. C'est-à-dire tu joues, tu as un cachet. Sauf que quand tu joues, tu vas jouer le 3 par exemple, et tu as 1 mois de répétition, 1 mois et demi de répétition d'heures qui ne sont pas payés la plupart du temps. Donc l'intermittence se substitue, on pourrait dire, à la compagnie de théâtre, et qui va te permettre d'avoir un revenu de base qui est calculé sur tes cachets précédents. Voilà. Et ça te laisse... Alors c'est un régime qui est très angoissant en même temps, qui est génial et angoissant, parce qu'on te demande de faire un certain nombre d'heures chaque année, sur une année, et tu sais jamais si tu vas d'heures effectives de travail. C'est-à-dire on est dans la salle de spectacle, voilà. etc. Là, tu as ton contrat. On n'est pas en train de parler des répétitions au moment où tu dois acquérir le non. Alors il y a des grosses compagnies qui peuvent te payer les répétitions, mais la plupart du temps, c'est le nombre de représentations que tu vas faire dans l'année qui va te permettre d'accéder à ce statut. Donc il y a une multiplication en quelque sorte en Suisse, on dirait, d'employeurs. Ah oui. Oui, à chaque fois, chaque représentation théâtrale, c'est un contrat de travail. Donc si tu joues toujours avec la même compagnie, c'est un seul employeur. Mais pour avoir le statut, on entend le fait que tu travailles avec d'autres compagnies, d'autres metteurs en scène. Et comment dans ce petit monde, ou ce grand monde, je ne sais pas, l'intermittence, on arrive à trouver des activités finalement? Parce que ça, d'abord, il y a une concurrence qui, je pense, est quand même très importante. Et puis la rotation, elle n'est peut-être pas suffisante sur le nombre de spectacles. Alors moi, je suis fidèle, donc je travaille souvent avec des compagnies qui sont... Comme je t'expliquais, la première est venue me chercher. J'ai eu cette chance que ça s'est toujours passé comme ça. J'ai jamais eu à chercher. Donc les gens m'ont vu jouer, m'ont proposé. Mais c'est instable parce qu'on ne sait jamais. En début de saison, je sais. Alors maintenant, à mon grand âge, je commence à savoir les gens. Et puis je travaille toujours avec les mêmes compagnies. Je fais partie des. J'écris aussi pour les compagnies. Voilà. Après, on a ses petites habitudes. Alors j'ai eu le grand plaisir de lire ce livre
que je recommande à tous, on va en parler un tout petit moment. Donc c'est un livre de poésie, prose poétique on va dire, Ouais. Cerise verte. Alors peut-être pour commencer, je vais demander à Elisabeth de nous lire la... D'abord je vais juste présenter comment ça se présente avec des chiffres, etc. L'introduction, enfin la première page, on va dire, la première page, c'est sous 1A, avec toute ta conviction. En tout cas, même, comment je le sens. Autour de moi, on s'exclame. Autour de moi, on se pâme. Mais quelle chance tu as! Une terre mythique, territoire gorgé d'histoire. La guerre, oui, bien sûr. Les problèmes de religion, oui, aussi. Mais quand même, la mémoire, la culture, nos racines, le cœur du monothéisme. Tu te rends compte? Et aussi la modernité, à la pointe de l'informatique, des innovations, le dessalement de l'eau de mer. J'ai vu un reportage. Les oliviers, les oranges de Jaffa, les avocats, les bananes du désert, les jardins de Bahaï. À Haïfa, oui, c'est ça. La plongée, la culture, les musées, la vie cosmopolite, les fêtes, la Gay Pride de Tel Aviv. Donc nous avons compris que nous sommes en terre israélienne, en terre arabo-israélienne. Pourquoi? Parce que Elisabeth a épousé un arabe israélien de Nazareth et connaît parfaitement, on va dire, enfin, justement pas parfaitement, on va dire le contraire peut-être, mais elle est allée une vingtaine de fois d'après ce que j'ai vu ici dedans, etc. Alors d'abord le titre, Cerise verte. Alors il y a le spoil du titre de l'autre côté, mais on va demander à Elisabeth, c'est quoi ces cerises vertes? Alors, cerise verte, alors ça part de quelque chose d'extrêmement concret, c'est que les gens là-bas mangent des petites cerises qui sont vertes, mais vraiment vertes, totalement vertes avec le noyau, elles sont dures, ils les mangent avec un peu de sel, ils mangent ces cerises-là comme ça. Alors moi ça m'a surpris parce que j'ai essayé, pour moi c'est immangeable, et en plus j'adore tellement les cerises, c'est juteux, c'est une explosion, et le fait d'avoir, pour moi c'est un symbole, cette cerise verte, je ne comprends pas pourquoi ils mangent ça, comme je ne comprends pas un certain nombre de choses dans ce pays. Et d'ailleurs, quand on parle des cerises vertes là-dedans, juste avant, le paragraphe avant, on a ces oranges qu'on imagine sanguines, coulantes, etc. Oui, exactement le contraire de la cerise. Qui sont, et tous les fruits sont je crois que je le dis, les fruits sont énormes, ils sont sucrés, ils sont juteux, et cerise verte. Donc, ce livre, ce texte, il a été écrit, c'est assez important, bien avant le 7 octobre. Avant le 7 octobre. Je vous lis, moi, personnellement, le numéro 44. Ça se passe dans un lieu public. Personne n'a eu le temps d'intervenir. C'est juste une petite violence, comme il en existe partout. Un crachat sur mon vêtement, reçu en plein dans ma chair, à cause de mon apparence, de ce que mon agresseuse imagine de ma vie. Elle s'emporte, elle crie, me prend pour une femme juive avec un homme arabe. Mixité intolérable selon elle. Entendre en moi quelque chose se casser, comme si le crachat était solide, fait de 1000 aiguilles vénéneuses. Même après la douche, la salissure reste, le poison s'est infiltré. Tu as ressenti ça toi-même, tu as épousé un arabe, dont j'oublie encore le prénom, Ayman, donc né à Nazareth, ayant vécu à Nazareth. Qu'est-ce que tu peux dire de ce passage par rapport à ce que toi tu as vécu durant tes longs séjours là-bas en terre d'Israël, dans un champ musulman, on va dire, musulman, oui, et arabe. Voilà. Oui, musulman. Ouais. Les Arabes d'Israël, certains sont musulmans, d'autres sont chrétiens. Mais lui, il est musulman. Et c'est vrai qu'il y a à la fois, c'est assez étonnant ce pays, il y a à la fois une vie commune entre toutes ces communautés, toutes ces religions, et en même temps, il y a beaucoup de séparation. Il y a des villes arabes, il y a des villes juives, il y a tout ça au sein d'un même pays. Et il y a, dès qu'il y a un conflit,
ça s'exacerbe, les rapports identitaires, religieux. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir comme ça des choses qui étaient d'une violence inouïe. Et d'autres moments, tout va bien. Et j'ai l'inverse aussi. Je me rappelle, j'étais dans un parc, un jardin pour enfants avec mes filles, nos filles qui étaient petites. Et il y a un monsieur, là c'était l'inverse, un monsieur juif. Il a ouvert, il ne voulait pas que mes filles, qui sont un peu mates, jouent avec son fils. Et il m'a montré comme ça. Et j'ai vu qu'il avait un pistolet. Et il m'a montré qu'il était armé et qu'il ne fallait pas que je m'approche, tu vois. Et il y a des moments comme ça, c'était horrible, c'était deux gamins qui avaient envie de jouer ensemble. Et dans les deux sens, et dans ce livre, j'ai beaucoup hésité à mettre ce texte par exemple, parce que je voulais dire mon ressenti. C'est en aucun cas un livre qui dit c'est comme ça, c'est moi ce que je ressens à cet endroit-là. Non, je le dis encore, c'est un livre qui est ce fil de crête, hein, qui essaye d'être tout sauf manichéen. Oui. C'est le contraire. Et puis qui touche au réel. On voit c'est des les exemples petites choses concrets de la vie et comment ça se produit. Enfin, c'est un tout petit livre, mais vraiment très très bien. Ce matin, j'ai ouvert Facebook et j'ai vu une dame, dont j'ai oublié le nom, qui disait ceci: j'ai toujours considéré le fait de lire comme un acte de liberté. Et, plus loin, écrire, c'est un mot de résistance. Je pense que ça te parle beaucoup. Alors, on va parler un tout petit peu de la lecture, ton rapport à la lecture. Est-ce que tu lis beaucoup, encore maintenant, etc. J'étais une dévoreuse de livres, vraiment. Et puis cette grande timidité que j'avais faisait que c'était un refuge, la lecture. Mes amis étaient dans les livres finalement. Et j'ai lu beaucoup. Je me suis nourrie C'était une manière aussi à la fois de me cultiver. Je ne m'en rendais pas compte forcément, mais par rapport à mon milieu social, c'était aussi quelque chose qui m'a sorti et élevé. Et aussi une évasion. J'ai lu énormément de romans de toutes sortes, de tous les pays. Et aujourd'hui, je lis moins. Ça me désole, mais je suis comme tout le monde, je lis moins. Je lis toujours. Hein. Et l'écriture, c'est aussi un acte de liberté? Oui. Alors, moi, j'ai deux formes d'écriture maintenant. Je dirais que j'ai une écriture un peu pulsionnelle, ou un peu de l'ordre du journal, où tous mes trop-pleins émotionnels, tout ça... L'écriture me permet de déverser quelque chose. Ce livre a commencé comme ça, d'ailleurs, de dire, voilà, j'ai besoin de témoigner, c'est trop pour moi toute seule, j'ai besoin d'écrire. Et j'ai aussi une forme d'écriture qui est une écriture où j'affine, où je cherche le mot juste. Pour moi, l'écriture, c'est un artisanat où je vais peaufiner, je vais écouter la rythmique, les sonorités. C'est très, en poésie, c'est important. On le sent dans chaque page et dans chaque... je ne sais pas comment tu appelles. C'est une présentation, au début je me suis dit, mais pourquoi cette présentation? Mais finalement, après la lecture, je pense que ce catalogage chiffré, on va dire, porte même sens. Et la critique immédiate que j'avais eue, mais sans lire, je me suis demandé les 1B, 1C, etc. Mais je pense que par rapport à la logique de ce livre, enfin de ce poème réel, je dirais, parce que le réel, il est très important, hein, quand même, c'est les petits moments, c'est la petite nourriture, ça va jusqu'à la détestation du cumin final, etc. Et on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans les sensations, etc. Franchement, je vous le conseille. Cela dit, tu fais aussi toute une série de choses assez étonnantes, et j'aimerais qu'on parle des courges. Pourquoi je te parle des courges? Alors, je pense que c'est quelque chose, et j'espère, enfin, pour le moment, vous avez fait 2 fois, explique à ceux qui ne me comprennent pas encore pourquoi je fais allusion aux courges. J'espère que ce n'est pas parce que tu imagines que je suis une courge. Non, je suis comédienne, donc j'écris du théâtre, et j'aime beaucoup la collaboration avec d'autres artistes. Et j'ai une amie qui est plasticienne, qui s'appelle Gaëlle Dodd, et avec qui j'imagine plein de choses, des performances. Et là, on a fait au Parc de la Tête d'Or, qui est un grand parc municipal de la ville de Lyon, on est intervenu pour un événement qui s'appelle la Fête des Courges.
La fête des courges réunit aussi bien des paysans, des gens qui viennent avec toutes les courges qu'ils ont, toutes les catégories et les sortes, que des artisans, bref. Et nous, on a fait, donc avec un musicien, une plasticienne et moi-même, on a monté un petit spectacle où l'ambition est de réhabiliter la place des courges dans l'art. Donc c'est très sérieux, en 5 minutes, Gaëlle peint, donc c'est sur des grands formats, un grand coup de pinceau. Elle peint des œuvres très connues de l'histoire de l'art, la Joconde, etc. Et les gens, elle le peint en musique. Les gens regardent assez fascinés parce qu'en 5 minutes, tu vois quelque chose où tu reconnais, même si c'est pas très fin. Et bien sûr, elle place une courge à l'intérieur, puisque c'est dans chaque œuvre. Voilà, donc sur la Joconde, c'est un espèce de petit chapeau. Mais tous les détails sont là. Et il y a cette gourmandise des gens d'essayer, dès qu'ils ont compris, de deviner quelle est l'œuvre, de s'amuser de ce petit détail qu'on met. Et moi, j'interviens après en tant que conférencière de l'art, extrêmement sérieuse. Et là, je vais décrire l'œuvre qu'on a sous les yeux et expliquer à la fois des anecdotes extrêmement sérieuses et vraies de l'histoire de l'art et du courant artistique, de l'artiste. Et bien sûr, je glisse à chaque fois une anecdote sur la courge. Alors expliquer comme ça, on se dit que c'est un spectacle qui pourrait tourner de manière répétitive, parce qu'en réalité, est-ce que c'est l'objectif ou... L'objectif, c'est ça. En même temps, pour l'instant, on a joué 2 fois dans ce cadre, mais on aimerait jouer même dans des musées, tu vois, parce que c'est... À la fois, ça vulgarise des tas d'œuvres, et l'histoire de l'art, puisque je donne des vraies choses. Et en même temps, c'est une fantaisie. Donc, elle est lisible à plein de niveaux. Et à la fête de la cour, justement, c'était en plein air. Et les gens étaient... il y avait aussi bien des enfants qui étaient assez fascinés par ce qui se passait, parce que c'est visuel, c'est musical. Des couleurs, etc. Voilà. Et il y avait des gens qui étaient eux-mêmes artistes ou qui étaient en études d'art et qui se régalaient tu vois, des petits détails. Comment ça a surgi, cette idée de la courge transformée en musique et en enseignement culturel, finalement? On a cherché, il y avait cette fête de la courge qui existait, elle existe, et un appel à projet. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce cadre-là, et puis voilà, on a... Ah d'accord, oui. Et le travail de groupe, est-ce que c'est un enrichissement créatif pour toi? Oui. Je travaille avec plusieurs compagnies de théâtre, et comme je disais, je suis aussi la création collective. Par exemple, les pièces que j'écris, pour une compagnie en particulier, qui est la compagnie Carnage, on appelle ça une écriture plateau. C'est-à-dire que c'est un aller-retour permanent entre des improvisations sur scène et des bouts de texte que je donne aux comédiens et on réajuste, je leur donne un bout de texte, ils vont le mettre sur scène à leur manière, comme ça c'est un peu brut. Moi je prends ce qui se dégage d'eux, je le réintègre dans le texte et on fait comme ça des allers-retours. Alors mon précédent invité c'était Barrigue, un caricaturiste roman très connu, et il me racontait quelque chose après l'émission, qu'il allait souvent à la rencontre des gens dans ce que nous appelons les EMS et vous les EHPAD. Ah oui. Et alors j'ai appris là en te rencontrant que c'était aussi quelque chose qu'il faisait. Et tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça en toi, ultra sensible, avec ces gens qui ont fait déjà une grande partie de leur vie? J'ai 2 expériences auprès de personnes âgées. Une où c'était dans un hôpital gériatrique où j'ai recueilli la parole de personnes qui étaient en fin de vie. Et je leur ai demandé un truc, c'était une commande, et je croyais que je ne pourrais jamais poser cette question-là à des gens, c'est qu'est-ce que vous avez envie de laisser? Et je me disais, c'est horrible, c'est leur demander, c'est leur dire vous allez mourir, mais sauf qu'ils le savaient déjà. Et ils étaient tellement heureux de me dire leur expérience de vie et tout ça. Et ça m'a... Moi-même, je venais de perdre mon père. Je me suis dit jamais je vais y arriver. Et en fait, ça m'a nourri, comme si, tu vois, la vie de l'autre, l'expérience de l'autre me revenait et me faisait du bien et me nourrissait. Leur réponse, par exemple, une de leurs réponses qui t'a
t'a marqué? C'était des entretiens longs, hein, je les ai vus longtemps. Et tu vois... tu en as fait un travail il y a un ouvrage qui est sorti, qui s'appelle J'ai tant à te dire. D'accord. Qu'on a offert aux familles et qui ont découvert des pans entiers de la vie de leurs parents qui croyaient, bon voilà, il avait été atteint d'une maladie dégénérative, mais sauf que parfois les gens déliraient un peu, on me redisait un peu les mêmes choses, mais il y avait des moments de grande lucidité et j'ai pu choper ces moments-là de lucidité, c'était extrêmement émouvant. Et l'autre projet, c'est un projet de clown avec la compagnie où je fais clown et poésie. C'est un travail que j'aime bien faire. Et donc je vais avec une clown dans un EHPAD. Alors elle est avec une robe un peu de princesse, avec des couleurs vives, rouge et blanc, et en patin à roulettes. Et elle va dans les couloirs comme ça de l'EHPAD. Vous appelez? Oui, EMS chez nous, ouais. Des homes pour personnes âgées. Ouais. Et rien que de ce passage de vie, tu vois tous les regards, les gens qui sortent de leur chambre petit à petit, et on va à la rencontre. Alors moi là, je suis pas en personnage, je suis juste moi-même, avec mon poétesse, avec mon petit carnet, et je note ce qui se dégage de la rencontre. Et la rencontre est médiatisée par un objet. Ça peut être un chausson, ça peut être un petit objet qui est posé là dans la chambre. Et les personnes parlent autour de ça avec Sissi, la clown. Et les sourires, mais sont extraordinaires, extraordinaires. Et moi, j'écris, j'en fais un petit poème. Et on revient une autre fois offrir le poème. Et moi, j'ai pleuré. Hein. Ouais. En lisant ce livre, je me suis dit que j'osais... Parce que tu es sur le fil, tu es sur le fil de la vie, des rapports entre nous tous, des rapports religieux, etc. Je me suis dit que j'allais oser un sujet très délicat parce que, comme j'ai en face de moi une hypersensible, on va essayer de ne pas dire trop de bêtises, mais c'est un mot que j'ai noté sur ma feuille qui est un tabou dans nos discussions, je pense, c'est celui de génocide. Alors, quand je dis génocide, tout un chacun ici voit à quoi je fais allusion, etc. Et il y a ce mot qui est sorti finalement très très vite après le 7 octobre. Comment toi tu gères ce mot, enfin massacre, terrorisme, tout ça, etc. Mais enfin il y a quand même ce mot qui a cette connotation avec la Shoah, le monde juif, la guerre à Gaza, etc. Où on a ces oppositions entre ceux qui disent c'est absolument dégueulasse d'utiliser un mot comme celui-là pour les juifs. Il y a des crimes de guerre, il y a des massacres, etc. Mais de passer le vocabulaire de l'autre côté, comme dit Camus, c'est très très important les mots qu'on utilise. Et c'est quand même un mot qui a traversé, on va dire, la société française notamment énormément, qui est venu chez nous. Comment toi, avec ta sensibilité, ton parcours, tes enfants, ton époux, arabo-israélien, tu as géré ce mot? Alors, comme toujours, moi je suis très nuancée dans l'approche des choses. Et au début, je ne savais pas, j'ai attendu d'avoir beaucoup d'informations, d'entendre des gens parler de ça. Et je me suis rendu compte que le mot génocide, effectivement, moi ça me faisait écho directement à la Shoah, mais il y a aussi, on a parlé du génocide du Rwanda, il y a des tas d'autres génocides. Et peut-être que d'utiliser ce mot-là à bon escient, je pense, par rapport à une population ciblée, me paraît... j'ai peur de dire une bêtise, mais je veux dire, il n'appartient pas à une histoire. C'est un mot qui a un sens. Et ce sens, que ce soit pour une population africaine, asiatique, il est juste. Il est juste. Que réponds-tu à ceux qui disent que quand il pleut, on est mouillé, oui. Quand il y a la guerre, il y a des morts, quelquefois très nombreux. Pour contrer l'utilisation du mot génocide. Il y a la guerre, il y a des morts, il y a des enfants qui meurent. Oui. Alors le mot génocide, alors il faudrait que je regarde là tout de suite, je n'ai pas préparé cette définition. C'est l'intention d'éradication. Voilà, c'est l'intention d'éradication. Voilà. D'un peuple. Hein, c'est ça. Et c'est là toute la différence. C'est-à-dire, c'est pas des victimes collatérales, c'est des victimes ciblées. En ça,
c'est pas seulement un dommage collatéral. Quand les Alliés ont bombardé Dresde, Berlin, etc., c'était aussi ciblé, c'est pas collatéral. Il y avait des enfants, il y avait des femmes, il y avait des personnes âgées, etc. Est-ce qu'on aurait eu imaginé l'utilisation d'un mot de ce type-là? Peut-être pas, effectivement. Là, tu me mets face à quelque chose qui me... J'ai un abîme de questionnement, tu vois, parce que Mais je crois que on l'a tous, hein, c'est pas ça. De toute façon, moi, je ne prétends pas avoir une réponse, hein, on est bien d'accord, mais ça me met en mouvement un questionnement qui est... moi, je me dis que quand on lit des choses sur... Il y a une chose de l'ordre de la... Quand je dis cibler une population, c'est... moi, j'ai lu des choses sur des enfants, par exemple, qui, dans les colonies, tu vois, dans les colonies qui se construisent dans les territoires occupés, qui sont dans cette espèce de certitude absolue que l'autre, parce qu'il est arabe, il est terroriste, et que c'est plus un humain. J'ai lu des choses comme ça, j'ai entendu, c'est plus un humain, donc il faut l'éradiquer, point, parce qu'il est arabe, et ça c'est terrible, il y a une question de déshumanisation dans la géographie. Et il y a cette question impossible à résoudre. Comment tu y réponds? Que faire? Parce que ça, c'est un peu faire quelque chose de ça. Hein. J'ai envie de dire... Niveau. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, tu as un rêve que je veux transmettre ici, parce que je vais le transmettre à des personnes aussi qui... Ça serait le rêve que ces pages-là soient traduites dans le même petit ouvrage. Le même petit ouvrage. Et j'espère qu'il y a certains qui ont accès à ces personnes qui pourraient retransmettre. Traduction en hébreu et en arabe. Page à page, en quelque sorte, ça serait numéro par numéro, page à page. Et il me semble que peut-être... J'aurais fait un petit quelque chose. Mais voilà. Est-ce que... Mais c'est ça, parce que tu vois, je dis dans un poème, c'est je pronostique des embellis. La terre enfantera encore, le printemps reviendra. Je crois ça profondément, mais je crois aussi que c'est par des toutes petites choses de fraternité, et ce que tu suggères, qui est effectivement mon rêve, pour moi, ce sera un chemin pour réunir des humains qui sont frères, qui se ressemblent. Quand je vais là-bas, je vois pas la différence. Puis avec ton hypersensibilité, comment tu réagis quand tu vois par exemple des enfants qui jouent des pièces de théâtre et où l'un d'entre eux joue par exemple le juif et qui est vers lequel surgissent des mitraillettes de petits enfants palestiniens. Et là, je parle de moi. Enfin, voilà. Mais moi, je suis autant bouleversée le 7 octobre, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça m'atteint dans ma chair. C'est que je m'en contrefiche que le bébé, que l'enfant, il soit juif ou qu'il soit musulman. C'est un enfant et c'est impossible pour moi de... Et quand il y a des expériences comme ça où... Et je trouve ce que tu dis, que ce soit un enfant, si un enfant arabe, il y a des pièces de théâtre comme ça, des troupes qui sont créées, où des juifs jouent des arabes jouent des juifs, mais c'est comme ça qu'on crée une empathie, qu'on comprend l'autre en face de soi, tu vois. Et moi, Moi, je voulais signifier le contraire, dans le sens où il y a des enfants palestiniens qui jouent l'assassinat du juif, et puis probablement inversement. Hein, c'est horrible, c'est horrible, en fait. Ça... Je sais pas, ce que tu veux que je dise. Non, rien, moi la haine. Non, mais la question... Non, mais la haine, c'est très important, parce que la haine, c'est quelque chose qui est insupportable. J'ai publié récemment un texte sur l'index que je trouvais très bien, et qui m'a valu des abonnements, parce que j'ai des amis qui ont toujours défendu la cause palestinienne depuis longtemps, de Arthur. Mais Arthur, ok, c'est un juif, mais il me semblait qu'il voulait dégager un message d'amour sans faire de distinction entre l'enfant palestinien, etc. Et j'ai envie de dire de temps en temps, parce qu'il y a eu, on ne peut pas dire que la France a vécu des actes d'antisémitisme quand même terrible. Et il a dégagé des messages de haine sur ce que je considère
tentative d'approche par l'amour de quelque chose qui doit... Mais et là, on se rend compte que finalement, amour et haine, c'est quelque chose de terrible. Parce que ceux qu'il a reçus, maintenant, ils doivent être protégés, etc. Oui, j'imagine. Ouais. Je veux dire, c'est terrible. Comment toi, qui as cette sensibilité, on va dire, arabo-israélienne, tu perçois cette espèce d'opposition incompréhensible? Mais c'est incompréhensible, c'est incompréhensible. À mon petit niveau encore, quand mes filles étaient petites, donc filles d'un couple mixte, dont le papa est musulman, même s'il n'est pas pratiquant, leur babysitter était une fille juive, dont les grands-parents voilà, ont été déportés et tout ça. Et on adorait, elle comme moi, on a adoré ça, on est devenus très amis avec ses parents, tout ça, je l'ai emmenée. Et pour moi, c'est ça, c'est de créer des liens, des nœuds de fraternité, et ce petit geste d'amour dont tu parles, d'aller vers l'autre. Et évidemment, il y a plein de gens qui sont sectaires de part et d'autre et qui vont hurler à la trahison. Ou moi, à partir du moment où il y a un être humain, je ne vois pas une étiquette, je ne sais pas qui j'ai en face de moi d'ailleurs, je ne veux pas le savoir souvent. La religion, ce n'est pas un critère de sélection de mes amis, évidemment, mais ni de... Voilà, je ne regarde pas à travers ce prisme-là et à travers n'importe quelle étiquette d'ailleurs. Il y a un client qui va chanter d'ailleurs le 1er novembre, pendant la manifestation interditation à Gaza, au cimetière de Plata, avec le chœur, la chorale du Sacré-Cœur. Alors, moi, personnellement, un peu provocateur, j'ai envie de dire aux gens qui vont à la manifestation pour Gaza, qu'ils se rendent également au cimetière ensuite et prier avec le chœur de la chorale. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est comment on fait pour que les gens qui essayent d'être sur cette crête, finalement, c'est pas aient droit à la parole, parce que nous avons droit à la parole, mais comment on fait pour que ce discours-là, il ne soit pas reçu de manière manichéenne, tant par les uns que par les autres? Comment on fait finalement pour être sur cette file de crête avant le 7 octobre? Et après, naturellement. D'abord, juste pour revenir un petit peu en arrière, je me sens toujours du côté de l'opprimé. Et ça, c'est peut-être une question d'hypersensibilité aussi, mais d'éducation, et je me sens toujours de ce côté-là. Et ça change, c'est jamais le même. Voilà, quand c'est à Gaza que ça se passe, mais je suis à fond avec les gens de Gaza, j'ai envie d'aller aux manifs, je fais... Évidemment, je ne casse rien. Voilà. Et quand il y a des actes antisémites, j'y suis aussi et je défends. Et c'est... Voilà, il y a cette chose-là. Mais cette position-là, elle est presque incompréhensible dans la société, parce qu'on a envie de dire, et là je parle des juifs et des musulmans, on a envie de dire, il y a une manifestation pour les juifs, le musulman ne doit pas y aller, il y a une manifestation pour les... C'est ça le crachat. Oui, c'est ça. C'est incompréhensible pour plein de gens. C'est un peu pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs. Oui, alors c'est un texte que je ne voulais pas mettre. J'ai beaucoup hésité, je me suis dit, oh là là, il est violent. Ah, je suis tombée sur le bon alors. C'est celui que je ne voulais pas mettre dans le livre. Parce que justement, cette crête dont tu parles, qui était de ne pas juger et de rester dans le sensible, dans mon ressenti, ce n'est qu'un témoignage, c'est pas... Et les plus beaux retours justement que j'ai eus, ce sont des gens qui sont... la première fois que le livre est sorti, en librairie, présentation officielle, je ne savais pas trop comment il allait être reçu. La première personne qui lève la main pour prendre la parole, c'est un monsieur juif. Et je dis, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il va dire, etc. Il a été dithyrambique. Et il a adoré, il a expliqué à quel point c'était important pour lui de lire un livre comme ça. Et ça m'a surpris. Mais ça m'a touché. Comme ça, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a retenu de son propos, le comme ça? Lui, il disait justement qu'il fait entendre les choses, j'essaie de retrouver ces mots, qui fait entendre les choses, qui témoigne, qui ne met pas sous silence, mais qui ne juge pas et qui ne donne pas de leçons. C'est un peu ça ce que et il retrouvait des choses qu'il avait vécues lui-même. Oui, parce que j'ai fait cette introduction à cette émission aussi par le fait que naturellement, là-dedans, il y a la religion. Oui. C'est-à-dire, il y a une mention de ces mots. Et est-ce qu'on est dans une guerre de religion aussi ou bien pas? Je crois, oui. Ouais. Je crois que c'est dans le sens où c'est comme si les gens ne réfléchissaient plus. Donc la paix pourrait venir des mécréants? Oui.
J'y crois, moi. D'ailleurs, je suis une mécréante. D'ailleurs, je dis souvent mécréant. Oui, Hein, ben oui, une artiste, je pense qu'elle comprendra voilà. Et puis, oui, alors, dernier petit appel, hein, vraiment convaincu, un éditeur, juif, arabe, les deux à la fois, oui, pas séparés, les deux à la fois dans le même texte. Et puis, un petit chemin vers la paix. Un tout petit chemin vers la paix, mais vachement, je pense, vachement important. Et je dis à mes amis qui m'envoient des informations, on va dire, venant des Israéliens et des informations venant des Palestiniens, ils se reconnaîtront sur certains groupes WhatsApp auxquels j'appartiens. J'ai envie de leur dire, les gars, vous, les uns et les autres, lisez ce petit truc, et puis peut-être qu'il y a quelque chose qui va se produire. Ouais. En tout cas, je ne sais pas si tu sais le dire, tu parles un peu arabe ou rien du tout, non? Tu sais, moi, les langues, j'essaye bien sûr. Merci pour ce moment. Shukran. Ouais. Alors, merci pour ce moment, Elisabeth. Et puis oui, j'allais oublier, tu as des projets, je ne veux pas parler de tes projets homériques, mais d'autres projets futurs à court terme. Là, c'est quoi tes activités prochaines? Bah là, au niveau théâtral, je suis en train d'écrire une pièce sur le... je cherche le mot. Quand on est enfermé dans une... Le mot m'échappe, désolé. Quand on est enfermé dans un cloisonnement, voilà, pour éviter le radicalisme, justement. Je voudrais écrire quelque chose là-dessus. Mais toujours avec le fil que j'aime traiter, c'est-à-dire sous l'angle de l'humour, mais un humour qui est dans la finesse et qui permet d'entendre. Souvent, je trouve qu'écrire quelque chose de trop frontal, où voilà, les gens n'ont pas envie qu'on leur fasse la morale, mais c'est une manière d'entrer dans la rondeur des choses sans éluder la force du propos. Donc voilà, j'ai ça sur le feu. En écriture, j'ai un livre sur la joie. Je voudrais écrire un livre sur la joie. Et un roman également que j'aimerais finir. Et une pièce de théâtre aussi sur... là, je joue bientôt sur la recherche du travail. Et le titre, c'est « Raté ». Alors, merci pour ce moment. Merci beaucoup. Merci.